Ah, Jess, est-ce qu'on peut faire une pause 15 minutes seulement, d'accord? Je vais aller chercher des Oreos. Nos préférés. Oh, je déteste la chimie. Et elle n'aime pas ça non plus. La seule chose que je sais, c'est que le café contient 2 éléments chimiques. Le calcium, Ca, et le fer, Fe. Mes parents paniquent à l'idée que je vais échouer. Je ne sais pas pourquoi, je veux dire, ce n'est pas comme si je voulais être une scientifique ou quelque chose du genre. Bref, ils ont demandé à Jessie de me donner des cours particuliers. Pour l'instant, ma note est toujours autour de F, mais il est hors de question que je trouve un nouveau tuteur. Pourquoi, vous dites? Eh bien, parce que Jess et moi sommes parfaitement compatibles. Nous sommes toutes les deux accros au shopping en ligne et nous aimons lire les derniers scandales sur les médias sociaux, ce qui nous a rapidement rapprochés pour être meilleurs amis. Et voici mon petit ami, ABCDEFGY, Brice, ce qui signifie synonyme de brillant, mignon, chéri, élégant, drôle, magnifique et sexy. Je l'adore. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai rencontré un étudiant aussi génial. Eh bien, c'est grâce à Jess, car il s'avère qu'elle est une sacrée entraîneuse. Donc, une fois, pendant les vacances, Jess cherchait les forums sur son université quand j'ai repéré Brice dans un post. Oh, waouh, c'est un canon! Tu le connais, Jess? J'ai pointé le post. Elle a alors répondu: c'est vraiment ton genre, n'est-ce pas? C'est Brice. J'ai entendu dire qu'il était toujours célibataire. Vas-y, je te couvre. Oh, ça a l'air intéressant. J'ai souri en retour. Après ça, Jessie est passée en mode détective. Après seulement 10 minutes, elle a trouvé dans quel bloc il vivait, ce qu'il étudiait et même le nom de son chien. Et depuis, elle m'a appris à lui envoyer des textos, à lui répondre et à flirter avec lui, de manière cool, calme et posée. Ça a marché à merveille, puisqu'à la fin de la semaine, il m'a demandé de sortir avec lui. Et c'est maintenant mon petit ami de rêve. Il a peut-être l'air d'un mauvais garçon, mais au fond, il est doux et timide, comme Edward Cullen. Oh! Et devinez quoi? On est ensemble depuis 2 mois et on ne s'est pas encore embrassé. Mais alors, comment ça se passe entre toi et ton étudiant sexy? Je ne sais pas. C'est juste que récemment, j'ai l'impression qu'il est froid avec moi. Jess, je sais qu'il lit mes messages, mais il met toujours du temps à me répondre et il ne m'envoie plus jamais de textos de bonne nuit. Pas comme avant. Je fais de mon mieux, je veux dire. Il semble heureux avec la paire de Jordan 4 que je lui ai acheté et le nouveau téléphone. Mais je ne suis pas sûre qu'il veuille encore être avec moi. Bien sûr qu'il le veut. Regarde-toi. Tu es un bon parti. Il est probablement juste occupé avec ses études. J'ai peur qu'il me trompe. Tu sais, il y a cette fille Sally dans la classe de Brice. Je vois souvent cette nana rôder autour de lui, me faire semblant d'être gentille et trouver des prétextes pour lui demander de faire des trucs pour elle. Ne sois pas stupide, je parie qu'ils sont juste amis. Cette fille doit faire attention, car je n'allais pas la laisser débarquer et me voler mon homme. J'ai tapé sur la table. Voyant à quel point j'étais désespérée, Jessie a fait une suggestion. Nous pourrions suivre Brice à tour de rôle partout où il allait et découvrir exactement ce qu'il faisait. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Brice parler au téléphone d'un groupe d'études chez lui. L'agaçante Sally serait là aussi, bien sûr. Alors, en étant la brillante personne que je suis, j'ai payé le livreur de pizza pour qu'il attache un micro à l'intérieur de la boîte de pizza pour l'espionner. Mais la seule chose que j'ai entendue était l'estomac affamé de Brice. Bleh. Une autre fois, Jessie m'a envoyé un texto. Urgent, j'ai vu Brice dans une bijouterie acheter un collier très cher. Ça doit être pour Sally. Désolée. Furieuse, j'ai parcouru tout le chemin jusqu'à sa maison. Mais sa mère a ouvert la porte et a fièrement montré le collier étincelant que Brice lui avait acheté pour son anniversaire. Oups! Puis, un jour où je devais le suivre, j'ai décidé d'y aller déguisée. Le problème étant qu'il faisait 28 degrés. Mon choix d'un costume Sherlock Holmes et d'une fausse barbe n'était pas la meilleure idée. Je venais de le suivre dans une épicerie quand le monde s'est mis à devenir noir et j'ai dégringolé directement dans un étalage de boîtes de conserve. La dernière chose que j'ai vue, c'est un groupe de personnes penchées sur moi, dont un Brice a l'air confus. « Bébé, t'es réveillée ? Mais pourquoi ce costume bizarre ?» J'ai soupiré et répondu. « Je suis désolée, c'est juste que t'as été si distant récemment. Tu ne m'aimes plus ?» Il a ricané. Il m'a dit « Bien sûr, je suis juste occupée par ma thèse de fin d'études. Tu sais bien, je suis en terminale. » Ah. Donc tout allait bien entre nous. Youpi! Le lendemain, je nous ai acheté un ensemble de ces bagues de coupe très mignonnes de Tiffany & Co pour marquer le coup. La paix était rétablie, du moins pour un court moment. Ces derniers temps, à chaque fois que nous sortions ensemble, Brice ne faisait plus attention à ce que je disais et avait juste les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Il a même gloussé et a eu cette lueur suspecte dans les yeux.
Alors j'ai essayé de me pencher pour voir ce qui était si drôle, mais je n'ai rien pu voir car la luminosité de son écran était baissée au minimum. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai attrapé son téléphone, mais... Quoi ? Mauvais mot de passe ? Je lui ai acheté ça et j'ai mis la date de notre anniversaire comme mot de passe. Pourquoi tu ne me laisses pas regarder ton téléphone ? Qu'est-ce que tu caches ? Rien, Mads. J'aime juste mon intimité parfois, c'est tout. Maintenant, viens. Je vais te chercher un muffin au chocolat. Il n'y a pas moyen que je refuse ça. Surtout qu'en y réfléchissant, c'est la seule chose qu'il m'ait jamais achetée. Mais alors que je grignotais mon muffin et le regardais fixé sur son téléphone, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas entraîner Jessie dans cette mission, puisque ses études occupaient son attention pour le moment. C'est bon, je peux m'en occuper toute seule. Et cette fois, je ne vais pas m'évanouir, je le jure. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé le logiciel d'espionnage parfait. Je sais, je n'approuve pas ce genre de comportement en temps normal, mais Brice cachait quelque chose et je devais découvrir ce que c'était. Le logiciel était simple à utiliser. Je devais juste trouver un moyen de l'installer sur le téléphone de Brice. L'application elle-même pouvait être cachée, me donnant la possibilité de lire ses messages sans qu'il le découvre jamais. Parfait. Mission 1, comment installer ce logiciel sur le téléphone de Brice rapidement. Ce n'est pas une tâche facile, car Brice est tellement obsédé par son téléphone qu'il dort même avec. Il lui arrive de s'en éloigner, mais c'est pour quelques minutes maximum. Il fallait donc que je fasse vite. Il m'a fallu une journée entière d'entraînement pour battre le record des 3 minutes. Je l'ai essayé encore sur 4 téléphones différents et à des moments différents de la journée pour m'assurer que ça marcherait à tous les coups. Et à la fin, je ne pouvais plus plier mes doigts. Ouch. Mission 1 accomplie. Entraînement réussi, même sous la pression du temps. Mission 2, détecter son code d'accès. Je ne savais pas quel était son stupide mot de passe, seulement que ce n'était certainement pas la date de notre anniversaire. Nous sommes allés au café et comme d'habitude, il était fixé sur son téléphone. Alors j'ai pris le mien, j'ai fait semblant de jouer à des jeux, mais en fait j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à enregistrer pour pouvoir suivre la position de ses doigts quand il taperait le code. Ça a pris des heures, littéralement. Brice a fini par donner une pause à son téléphone pour commander des snacks, dont après ça, il a pu déverrouiller son téléphone à nouveau. Ouf! Enfin, après 1 heure de vidéo, j'ai eu les images dont j'avais besoin. Ok, détective m'a dit, à vos marques, prêt, partez. J'ai revu la vidéo et commencé à l'analyser dès que je suis rentrée chez moi. Je fixais l'écran en suivant des yeux les mouvements de la main de Brice. Il est peut-être rapide, mais chérie, ta fille a déjà une longueur d'avance. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre les chiffres utilisés. Facile à faire. Mission 3. Action. Quoi de mieux qu'un charmant pique-nique pour terminer ma quête. Et comme prévu, Brice est resté assis là, le téléphone dans la main pendant tout ce temps. Oh, je n'étais même plus sûre de pouvoir mener à bien cette mission. Mais je me suis dit que le moment viendrait sûrement. Après quelques heures, il s'est ennuyé à mourir. Et sans même me regarder, il a grommelé. Bébé, rentrons à la maison. J'ai immédiatement crié. Non, pas avant. Je veux dire, c'est tellement plus agréable ici. Je veux rester un peu plus longtemps. Toi, juste, fais une sieste. Bien, réveille-moi quand tu es prête. J'ai attendu patiemment qu'il s'endorme. Il faisait de légers ronflements. Ah, trop mignon. J'étais si nerveuse que je me suis mordu la lèvre inférieure en sortant doucement son téléphone de sa poche. Puis, je lui ai tourné le dos et j'ai tapé le code d'accès avec mes mains tremblantes. Et j'y suis arrivée. Yes! J'étais si heureuse que j'ai failli oublier et crier. J'ai tout fait en un temps record, mais il s'est soudainement retourné. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a dit. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Il a bâillé. « Oh mon Dieu, mon cœur s'est arrêté. »« Ah, encore quelques minutes, je retouche les jolies photos qu'on a prises. » « Eh bien, dépêche-toi. » Ouf, il s'en est fallu de peu. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier que ça fonctionnait. Ensuite, j'ai activé le mode silencieux immédiatement. Mais ça l'a quand même réveillé une 2e fois. Même si j'avais envie de fouiller dans ses messages, je savais que je devais attendre. Nous sommes donc rentrés à la maison. Oh, c'était une vraie avalanche de messages de filles. Il y en avait des dizaines. Toutes sauvegardées sous des noms comme moniteur et professeur. Il avait même utilisé ma phrase de drague sur certaines d'entre elles. Es-tu fait de cuivre et de tellurium ? Parce que tu es vraiment mignonne. Puis, j'ai soudainement vu un visage familier. Jessie. Quoi ? Oh ! Ma meilleure amie sortait secrètement avec mon petit ami. Mon cœur s'est effondré. Ça craint. Ça n'avait aucun sens. Si Jessie aimait Brice depuis le début, pourquoi elle m'avait encouragée à flirter avec lui ? Bon sang, les messages entre eux remontent à très loin. Puis, j'en ai vu un qui m'a brisé le cœur encore une fois. La famille de Maddy est pleine aux as. Bébé prétend être son petit ami et elle t'achètera tout ce que tu veux. Mais ne va pas plus loin. Ça expliquait donc sa timidité. Pourquoi il me regardait à peine et pourquoi après 2 mois de relation, il n'avait pas essayé de m'embrasser.
Puis, un message récent de Brice à Jessie a attiré mon attention. Elle est tellement ennuyeuse. J'ai assez d'argent pour nous maintenant, donc je vais la larguer la semaine prochaine. Comment ose-t-il ? Seulement, à l'insu de Jessie, Brice avait des dizaines de filles sur le feu. En fait, il devait rencontrer une fille appelée Tiffany au cinéma demain soir. Il était temps de se venger. Alors, en me faisant passer pour Brice, j'ai envoyé un SMS à toutes les filles, y compris Jessie, pour qu'elles viennent au cinéma demain à 20h. J'ai emprunté la casquette de baseball de mon père. J'ai porté mes lunettes de soleil surdimensionnées et je suis arrivée tôt pour ne pas manquer le spectacle. J'ai même acheté du popcorn et un coca parce que je ne voulais des rafraîchissements pour regarder ce blockbuster. Oh. Puis, à 20h précise, Brice s'est approché et boum, les filles sont arrivées une par une, ont compris ce qui se passait et ont commencé à se disputer avec lui et entre elles. Tiffany a jeté son popcorn sur sa tête. Hilarant. Et une autre fille l'a traité d'abruti et l'a frappé avec son sac à main pendant que les autres criaient et lui tiraient les cheveux. Et moi, je me suis cachée en arrière-plan et j'ai secrètement filmé tout ça. Oh mon cœur, tu es tellement foutu. Waouh. Jessie, notre personnage principal, est apparue. Elle a jeté un coup d'œil au cercle qui se déroulait devant elle et a instantanément pris l'allure d'un lion prêt à bondir. Elle s'est précipitée sur Brice, lui a pincé les oreilles et l'a traîné en disant d'une voix haute perchée « Aïe, aïe, Jess, c'est toi qui m'as appris tout ça. Je vous appelle plus tard, babe. » Quand ces deux-là ont failli me dépasser, j'ai enlevé la casquette et les lunettes de soleil et je leur ai sauté dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait venir les aider à ramasser leurs mâchoires sur le sol ? Ah, tu ne t'attendais pas à ce que Maddie ait un cerveau, hein ? Je ne suis pas restée pour leurs explications. J'ai préféré m'éclipser. Mais je lui ai envoyé un petit souvenir. Jessie est ma meilleure amie. Je dois donc partager tout ce qui est intéressant avec elle, n'est-ce pas ? Passe une bonne nuit, ma meilleure amie. Et mon petit ami ABCDEFGH, toi aussi. Mais laisse-moi ajouter le IJK. Je plaisante. Ouais. Quant à moi, j'ai décidé de faire une pause aux histoires de cœur pour le moment, car cela m'a appris une leçon inestimable. Ne pas s'amouracher des beaux garçons. Oh, et méfiez-vous des soi-disant meilleurs amis. Je me tiens ici devant vous, regardant avec tendresse les 4 ans que nous avons vécus ensemble. Est-ce que vous la voyez, la fille en robe de cérémonie qui fait ce super discours ? Eh bien, c'était moi, Taylor Flores. Regardez mes parents, ils avaient l'air si fiers de moi. Oh, mais je n'oublierai jamais ce visage. Ce gars là-bas, c'est Jonas, mon ennemi juré. On était les 2 meilleurs élèves de notre école et on s'affrontait depuis toujours. Mais dommage, Jonas, tu as perdu la bataille finale. Parce que c'est à moi qu'on a demandé de faire le discours de remise des diplômes, pas à toi. On peut dire que j'avais tout planifié pour l'après-lycée. D'abord, j'allais déménager à New York pour aller dans l'université la plus prestigieuse de la ville, avec une spécialisation en anglais bien sûr. Puis, une fois diplômée, j'écrirais mon premier roman et le publierais sous les acclamations et la gloire. Alors, c'est ce que j'appelle un plan parfait. Attendez un peu, vous verrez mon visage sur des milliers de couvertures de livres. L'heure de Taylor Flores a sonné. Je veux ces pages avant la fin de vendredi, sinon préparez-vous à une réduction de salaire ce mois-ci. Oh, je déteste les deadlines. Comme vous pouvez le voir, ma vie ne s'est pas exactement déroulée comme je l'avais prévu. Vous vous demandez ce qui a mal tourné ? Eh bien, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai poursuivi mon rêve d'écriture, mais tous les agents et éditeurs à qui j'ai envoyé mon roman l'ont rejeté. J'ai continué à me pousser à écrire davantage, mais j'ai fini par avoir le syndrome de la page blanche. Je n'arrivais plus à créer des histoires et j'ai décidé de me tourner vers l'écriture de journaux. Je pensais que si je devais écrire pour un journal, ce serait au moins un journal célèbre. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Au contraire, elle est en fait cruelle et injuste. En tout cas, elle l'a été pour moi. Parce que le journal que je préférais m'a rejeté plusieurs fois. Et maintenant, j'ai fini ici à travailler pour un site d'information inconnu avec un directeur toujours grincheux. Ok, donc revenons à ce qui se passait au bureau. Soudain, mon téléphone a reçu un email. Oh non, c'est une invitation à la réunion d'anciens élèves du lycée. Pas question de retourner dans ma ville natale pour voir tout le monde. Ils verraient tous quelle perdante je suis devenue et je serais la risée de la fête. Tous les pires scénarios se bousculaient dans ma tête, jusqu'à ce que je reçoive un appel d'Amalia, ma meilleure amie du lycée. Elle m'a demandé si j'y allais et je lui ai dit que jamais, même dans 1 million d'années.
Si tu n'y vas pas, alors tout le monde va penser que tu as raté ta vie et que tu as trop honte pour y aller. Donc la meilleure chose à faire est d'y aller et de garder la tête haute. Mon Dieu, Amalia avait vraiment raison, et elle était très douée pour persuader les autres. Pas étonnant qu'elle soit maintenant avocate. Oh! Donc j'étais là, devant la salle, si nerveuse que j'ai cru que j'allais vomir. Mais c'est maintenant ou jamais, n'est-ce pas? J'avais juste besoin de faire bonne figure. Je suis entrée dans la salle, découvrant des visages inconnus. Hein? Étais-je au mauvais endroit? J'étais sur le point de partir quand j'ai soudainement heurté quelqu'un et je suis tombée sur le sol. Aïe! J'ai levé les yeux, c'était une femme ronde qui tenait son bébé dans un bras et la main d'un petit enfant dans l'autre. Je me suis immédiatement excusée. Je suis vraiment désolée, j'espère que je n'ai pas fait de mal aux enfants. Oh, ce n'est rien. Vous avez de la chance que mon ventre soit assez gros pour vous bloquer. Elle a ensuite fait une pause et m'a regardée de plus près. C'est toi, Taylor? Tu es superbe. Allons à l'intérieur, la fête vient de commencer. Attendez, elle me connaissait. Mais qui était-elle? Je suppose qu'elle avait l'air familière. Je devrais peut-être attendre Amalia et lui demander, car elle avait gardé le contact avec la plupart de nos camarades de classe. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver quelqu'un de familier pour discuter, mais mon Dieu, pourquoi était-ce si difficile? Mais alors j'ai vu une femme qui avait de beaux cheveux longs et blonds et j'ai su instantanément qui c'était. Jessica, la fille la plus sexy et la plus populaire du lycée, et la capitaine de l'équipe des Pom-Pom Girls. Je me suis approchée d'elle et nous avons commencé à discuter. Nous avons beaucoup discuté et elle était si drôle. Je ne me souvenais pas qu'elle était si hilarante. Mon Dieu, tu es si drôle, Jess. Hey, Jessica! J'ai entendu Amalia crier. J'ai regardé vers elle et elle marchait vers quelqu'un d'autre. C'était la femme potelée de tout à l'heure. Alors c'était elle, Jessica? Oh mon Dieu, elle a vraiment beaucoup changé. Mais si c'était Jessica, alors qui est-ce? Dieu merci, je n'ai pas dit son nom plus tôt. Je me suis éloignée de cette personne mystérieuse et j'ai chuchoté à Amalia pour lui demander qui était la dame à qui je parlais. Je ne sais pas, pourquoi ne pas lui demander directement? C'est exactement ce qu'elle a fait. La dame a fait un sourire enjoué en disant « Essayez de deviner. » Tu es Ashley. Non. Natasha. Faux. Tiffany. Négatif. Attends, tu es de la famille de Jack Miller? Tu lui ressembles un peu. Tu te rapproches. Oh mon Dieu! Elle n'était pas liée à Jack Miller parce que elle est Jack Miller. Eh bien, maintenant, c'est Jill Miller. Il s'est avéré qu'elle ne s'est jamais sentie à l'aise en tant que garçon, donc après le lycée, elle a subi une chirurgie transgenre. Waouh, c'est incroyable! Je me suis sentie un peu débordée, alors je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. En sortant, j'ai vu un visage familier. C'était Luc, le plus beau gars du lycée. Il ramassait les ordures et les mettait dans la poubelle. Oh, quel mec sympa! On a parlé un peu et... Oh! Il s'est avéré qu'il travaille ici comme agent de nettoyage. C'est lui qui a recommandé d'organiser la réunion ici et il nettoyait autant que possible pour que plus tard, cela ne lui prenne pas trop de temps. Pour de vrai? Qui aurait pu s'attendre à ça? Je suis retournée à la fête et j'ai vu Amalia parler à un type. Oh! Qui était ce beau gosse? Amalia m'a fait signe de venir et me l'a présenté. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était Jonas, mon ennemi juré. Le nain joufflu Jonas au visage plein de boutons ressemblait maintenant à un mannequin d'Abercrombie & Fitch. Jonas vient de me dire qu'il vient d'être promu à un poste plus élevé dans son entreprise. Oh, on dirait qu'il a gardé son habitude de se vanter. Certaines choses ne changent jamais. Soudain, Jonas m'a demandé « Et toi, Taylor, comment ça se passe pour toi récemment ?» Oh mince, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour cet horrible site d'information. Ça aurait été tellement humiliant. Alors, réfléchissant vite, j'ai lâché que j'étais rédactrice en chef d'un énorme journal à New York. Jonas et Amalia m'ont regardé, choqués. « Dans ta face, Jonas, j'aurai toujours le dernier mot. Ah. » J'ai demandé à Jonas à quel poste il avait été promu et il m'a répondu « Oh, j'ai eu le poste de directeur technique. » Ah, bien essayé, mais ce n'était pas à la hauteur de mon superbe travail. J'ai gagné cette bataille, loser. Bon, en général, la réunion s'est bien passée, même si j'ai dû mentir à mon sujet, mais peu importe. Ce n'est pas comme si j'allais revoir Jonas, n'est-ce pas? Faux. Une semaine plus tard, j'ai reçu une demande d'amis de sa part sur Facebook. Je l'ai d'abord ignoré, mais quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message par messagerie me demandant pourquoi je ne l'avais pas accepté sur Facebook. Oh, c'était tellement gênant.
Bien, mais je devais d'abord réajuster ma page, je devais cacher les photos, les statuts et les tags qui étaient liés à mon entreprise. C'est fait. Puis Jonas m'a envoyé un message. C'était sympa de te voir l'autre jour. Ça te dirait de dîner un de ces jours? Je suis désolée, mais quoi? Est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui? Ou était-ce une blague? Parce que je vis à New York. Je le lui ai dit et... Oh mon Dieu, il vit à New York aussi. Oh, génial! Mais le truc, c'est que je lui ai dit la dernière fois que je suis responsable d'édition et c'est un travail très prenant. Donc pendant notre rendez-vous, j'ai demandé à Amalia de faire semblant d'être ma secrétaire et de m'appeler plusieurs fois pendant le dîner. Cependant, avant que nous ayons pu jouer notre rôle, c'est Jonas qui a reçu une douzaine d'appels et qui a dû partir plus tôt à cause d'un incident dans son entreprise. Après cela, il m'a envoyé pas mal de textos. Mais j'étais toujours furieuse d'avoir été abandonnée au dîner l'autre jour. Je ne lui ai répondu qu'après 30 minutes, à chaque fois. Mais les jours où il ne m'a pas envoyé de texto, je me suis retrouvée à fixer mon téléphone en espérant avoir de ses nouvelles. Bon sang, je suis tombée amoureuse de lui, Jonas. Pourquoi Jonas? Je ne me comprenais plus et je ne pouvais pas mettre fin à mes sentiments. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien, j'ai dit que je l'aimais bien aussi. Et bientôt, nous sommes devenus un couple. Au début, c'était génial, mais Jonas a insisté pour qu'il me conduise au travail et vienne me chercher. Oh non! J'ai refusé, bien sûr, mais il n'acceptait pas le non comme réponse. Oh! Alors, quand Jonas m'a déposé au faux bureau, j'ai dû courir. Non, j'ai dû faire un sprint de 5 blocs de maison jusqu'à mon vrai bureau pour arriver à l'heure. Et puis, le soir, je devais partir 30 minutes plus tôt pour courir jusqu'à l'autre bureau et attendre qu'il vienne me chercher. Les 3 premières fois, je pouvais le supporter, mais Jonas voulait me conduire au travail tous les jours. Ça suffit! J'avais besoin d'une pause de toute cette course. Finalement, j'ai trouvé une excuse. J'ai acheté un vélo et je lui ai dit que je voulais aller au travail à vélo car c'était bon pour ma santé. Pfiou! Je n'avais plus le temps de courir 5 blocs de maison tous les jours car j'avais un entretien important à préparer. Ah oui, je postulais pour le journal de mes rêves. Encore une fois. Si je suis acceptée, je n'aurai plus besoin de mentir à Jonas. Et heureusement, mon entretien s'est plutôt bien passé. J'avais un sourire sur le visage en marchant vers l'ascenseur. Au début, il n'y avait que moi. Puis un groupe d'employés est entré. L'ascenseur était sur le point de se fermer quand soudain, de l'extérieur, quelqu'un a mis sa main entre les portes. « S'il vous plaît, attendez. » Et c'est alors que j'ai vu un visage familier. Jonas. Nos regards se sont croisés et nous étions tous les deux surpris. Puis un des employés lui a dit « Eh patron, j'ai déjà fini le rapport et je vous l'enverrai ce soir. » Quoi? Pourquoi le gars lui a dit ça? Quand l'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée, je suis rapidement sortie en courant. Jonas a couru après moi, m'a pris la main et m'a dit « Attends, laisse-moi t'expliquer. » Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? On s'est menti tous les deux. Jonas m'a pris dans ses bras et a essayé de me calmer. Puis il a commencé à tout me raconter. Oh, mon Dieu! Il s'est avéré qu'il était le véritable responsable de la rédaction de ce journal. Ah! Eh bien, ça explique beaucoup de choses. J'aurais dû savoir qu'il ne travaillait pas dans la tech, car une fois, je lui ai demandé de réparer mon ordi portable et il a fini par fermer la session. T'entendre dire que tu avais mon travail m'a choquée et je ne voulais pas t'embarrasser, alors j'ai inventé un autre poste. Donc il savait dès le début que je mentais. Alors pourquoi as-tu insisté pour me conduire au travail alors que tu savais déjà que je n'y travaillais pas? Ah, je me foutais juste de toi. D'ailleurs, j'étais un peu curieux de voir combien de temps tu pourrais continuer à mentir. Je suis désolée. Mais la vérité est que je t'aime bien depuis le lycée. À l'époque, j'étais toujours en compétition avec toi parce que je voulais que tu me remarques. J'ai cru que j'allais piquer une crise, mais en y repensant, c'était entièrement ma faute. Si je n'avais pas menti en tout premier lieu, Jonas n'aurait pas eu à mentir à son tour. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un email des ressources humaines. Oh mon Dieu, j'ai été acceptée! Ils étaient tellement impressionnés par moi qu'ils ont dû m'envoyer un courriel tout de suite. J'étais si heureuse que j'ai pris Jonas dans mes bras alors qu'il disait « Félicitations, la nouvelle. Maintenant, mettons-nous au travail. Ta première tâche est de sortir dîner avec moi. » Oui, donc, maintenant, Jonas et moi travaillons au même endroit et il est mon patron. Avant, je détestais perdre contre lui. Mais maintenant qu'il est mon petit ami, je me sens bien. En fait, je suis vraiment fière de lui. C'était mon tout premier jour au lycée. Et naturellement, j'en suis fière. Je veux dire, qui ne voudrait pas devenir amie avec quelqu'un d'aussi joli et sympathique que moi?
À l'heure du déjeuner, j'avais déjà des tas de nouveaux amis. Et tout le monde se pressait autour de moi pour entendre des histoires sur ma superbe vie. Je suis rapidement devenue très populaire à l'école. J'étais la magnifique et envoûtante belle blonde. Vous savez ce qu'il y avait de mieux? Les garçons ont commencé à me remarquer aussi. Même le capitaine de l'équipe de basket, Michel, s'était pris de moi. C'est logique, je veux dire évidemment. Le plus beau garçon de l'école va s'intéresser à la plus belle fille. Et devinez quoi? Il me suit maintenant sur le chemin de la maison. Tu me harcèles beaucoup, hein? Attends un peu. Il semblait que ma nouvelle vie ici dans cette école allait être géniale. Bien, Mandy, ce n'était pas une question facile, mais tu y as répondu parfaitement, bon travail. Vous voyez, j'ai pas seulement un joli visage, je suis aussi l'une des élèves les plus intelligentes de l'école. Mes admirateurs sont de plus en plus nombreux. On aurait dit que tout le monde voulait passer du temps avec quelqu'un d'aussi parfait que moi. J'étais en train de raconter à mes nouveaux amis comment, au début, les gens me jugent mal parfois, car je viens d'une famille bien éduquée et extrêmement prospère. Mes parents sont des personnes très riches, qui m'encouragent à toujours être la meilleure version de moi-même, et à m'efforcer de ne jamais les décevoir. Mandy, excuse-moi, mais pourquoi tu portes jamais de vêtements de marque, ou n'utilises jamais rien de cher? Elle a baissé les yeux sur mes baskets miteuses. Je vois pourquoi cela peut paraître un peu étrange. Mais tu vois, je m'habille ainsi parce que mes parents valorisent l'importance d'être modeste. C'est aussi ma façon de vivre, la bonté est meilleure que la beauté, n'est-ce pas? Puis j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les notes de ma dernière école. Tout le monde s'est étonné que je sois si excellente. J'étais aimée, admirée, adorée. Mais bien sûr, être aussi formidable signifiait qu'il devait y avoir pas mal d'enfants jaloux de moi. Je veux dire, je pouvais pas leur en vouloir. Après tout, j'étais éblouissante comme un diamant, alors qu'ils étaient juste ternes et ordinaires. Une fois, après un examen, dès que la professeure est partie, cette fille appelée Layla s'est levée et a dit « Mandy a triché, je l'ai vu de mes propres yeux. » Je l'ai vue aussi, elle a regardé son téléphone pendant l'examen. Tout le monde était sous le choc. À ce moment-là, le délégué de la classe, Marc, a crié « Hé, arrêtez ça. On sait tous que Mandy est une bonne élève, c'est impossible qu'elle ait triché. » Ah, c'est de ça que je parle. Layla et Célia doivent craquer de jalousie en voyant leur plan minable pour me ruiner échouer. Et le délégué de classe, il est sorti de nulle part pour me protéger. Il doit être un autre de mes nombreux admirateurs. Mais, désolé Marc, tu n'es pas du tout à ma hauteur. Une fille comme moi a besoin d'un gars beau, riche et mature. Ces garçons à l'école sont mignons, mais ce ne sont que des gamins. Ils sont indignes de moi. Une fois, j'étais pressée et je n'ai pas eu le temps de bien chercher dans mon casier. Alors j'ai accidentellement pris le mauvais manuel avec moi en classe. Voyant mon erreur, Layla et Célia sont immédiatement intervenues. Qu'est-ce que c'est? Nous pensions que Mademoiselle Parfaite ici n'avait jamais rien raté. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, car cette fille Bess a pris la parole. Arrêtez ça, qui ne fait pas d'erreur de temps en temps, hein? Tiens, tu peux partager les miens. Oh waouh, cette fille était plutôt sympa. C'était bien d'avoir une alliée pour faire face à Layla et Célia. Donc, à l'heure du déjeuner, j'ai rejoint la table de Bess. Nous avons commencé à discuter et elle était clairement fascinée par la façon dont ma vie était incroyable. Super, maintenant j'avais une fidèle acolyte. Et Bess, aide-moi à faire les devoirs d'aujourd'hui, d'accord? Encore? Je dois assister à une soirée très importante avec mes parents ce soir. Il y aura des politiciens et des plutocrates. Je n'aurai pas le temps pour faire mes devoirs. Je dois rentrer tôt à la maison pour m'habiller, maquiller. Bye! Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour voir sa drôle de tête ahurie. Elle ressemblait à ça à chaque fois que je lui demandais de faire mes devoirs. Mais ça valait le coup, pas vrai, Bess? Elle a pu passer du temps avec la prodige la plus jolie de l'école, moi. Donc un peu de devoirs supplémentaires était un petit prix à payer pour un tel privilège. Vous savez, pour moi, ces devoirs n'étaient rien. Je n'avais juste pas le temps pour ça. Je dois admettre que la présence de Bess était très pratique. Elle s'assurait que mes notes soient les meilleures de la classe, ce qui me laissait le temps de jouer au polo, d'aller au club de golf et de participer à des événements caritatifs avec mes parents. Elle me laissait aussi emprunter ses robes, ses sacs, son maquillage et cette paire de talons hauts super mignons. Mes amis m'admiraient, les étrangers m'idolâtraient, mes professeurs m'adoraient, et j'avais une merveilleuse et fidèle meilleure amie. La vie était parfaite. Jusqu'au jour où, alors que je marchais dans le couloir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les gens ne me donnaient pas leur habituel regard d'adoration,
Au lieu de ça, il levait le nez vers moi. Oh, que se passait-il? Hé, Bess, sais-tu ce qui se passe? Les gens agissent vraiment bizarrement. Elle a juste haussé les épaules. Je sais pas, on va voir. J'ai essayé de me dire que c'était pas grave, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose n'allait pas. Puis, plus tard ce jour-là, mes pires craintes ont été confirmées. En entrant dans la salle de classe, Marc est venu vers moi et a agité son téléphone devant moi. « Bien joué, mademoiselle parfaite. Il s'avère que tu n'es qu'une grosse menteuse. » J'ai regardé son téléphone et j'ai vu un long post avec beaucoup de photos attachées. Il y a un gros titre qui dit « La vérité sur Mandy la menteuse ». Et chaque photo était accompagnée d'une légende. La maison de Mandy est en fait très ordinaire. Elle vit ici avec ses grands-parents. Il n'y a pas de manoir luxueux ou de parents riches. Quand Mandy est arrivée à l'école, elle s'est liée d'amitié avec tout le monde, se vantant de sa gloire, de sa fortune et de sa popularité. Je ne sais pas qui elle est. Et alors, si on empruntait le même chemin pour aller à l'arrêt de bus, qui a dit que j'avais l'intention de faire connaissance avec elle? Son relevé de notes de son ancienne école n'est même pas le sien. Elle a juste photoshopé son nom dessus. Chaque fois qu'elle se levait pour répondre à une question ou passer un test, elle trichait pour avoir une bonne note. Mon Dieu, tout ça! Comment ont-ils su? J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre et que mon esprit tournait. Mes yeux se sont brouillés quand j'ai vu Layla et Célia s'approcher de moi. Je les ai fixés en état de choc. Mandy, honnêtement, nous ne te détestons pas. C'est juste que tes histoires étaient ridicules. Alors nous avons décidé de découvrir la vérité. C'est vrai. Mais t'as vraiment couvert tes traces. Nous n'avons rien pu trouver. Attendez. Alors qui a trouvé ces pièces à conviction? C'est moi. Juste à ce moment, ma soi-disant meilleure amie est apparue, suivie par la professeure principale. Mandy, je sais que tu me prends pour une fille désespérée et que tu peux contrôler, mais non! J'ai vite compris que tout ce que tu disais était un mensonge. Alors j'ai rassemblé des preuves pour le prouver. Tout le monde me regardait avec déception. Je me sentais complètement dépassée par la situation. Ça ne pouvait pas vraiment arriver, n'est-ce pas? Je me suis pincé le bras. Oh! C'était aussi douloureux et aussi réel que ce qui se déroulait sous mes yeux en ce moment. Bess a continué. Ce n'est pas bon pour toi de vivre un tel mensonge. Qui es-tu exactement? Oh! Les images de la réalité ont commencé à affluer dans mon esprit, donnant à mon cerveau l'impression qu'il allait exploser. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru hors de la classe. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée à l'hôpital. La professeure principale était assise à côté de moi et mes grands-parents étaient là également. Ils avaient tous l'air très déçus. Mandy, le directeur était très en colère et était sur le point de t'expulser. Mais Bess et ses amis l'ont convaincu de te laisser rester. Quoi? Bess? Mais c'est elle qui m'a exposée. Remarquant ma surprise, la professeure a continué. Après avoir vu ta réaction, Bess a réalisé que tu avais peut-être un problème psychologique, alors elle nous a convaincus de t'amener à l'hôpital pour un diagnostic. J'ai levé les yeux vers mes grands-parents. Ils étaient tous en larmes. De façon inattendue, j'ai éclaté en sanglots. J'aspirais tellement à avoir une vie de rêve, pleine de gloire, de richesse et d'admirateurs, que je me dessinais une vision dans une autre réalité. J'étais tellement absorbée par ce scénario illusoire que j'ai oublié ma propre réalité. C'était le mois dernier et je suis actuellement sous traitement pour mes délires et je vois aussi un thérapeute. En ce moment, je suis en route pour voir Bess, Lalia, Célia et Marc. Non, je ne l'invente pas, je vais vraiment les retrouver. Oh mon Dieu, ils sont là. C'est effrayant, mais je dois le faire. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, puis, suivant les conseils de mon thérapeute, je leur ai parlé avec mon cœur. Bonjour les gars, merci d'être venus. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir menti. La vérité, c'est que j'ai tellement vécu dans le mensonge que je pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Ma thérapeute m'a aidé à voir que tout cela a commencé après la perte de mes parents. Une partie de mon subconscient avait tellement envie de cette vie de rêve que j'en ai créé une nouvelle. De cette façon, je n'avais pas à accepter la réalité, à savoir que mes parents sont décédés et que je vis avec mes grands-parents pauvres. Quand j'ai fini de parler, je les ai regardés, m'attendant à ce qu'ils me crient dessus ou quelque chose du genre, mais au lieu de ça, Bess m'a souri et a dit « Il a fallu beaucoup de courage pour venir ici et dire cela. Je suis aussi désolée. Je n'aurais pas dû te dénoncer comme ça. Je ne savais pas que tu étais malade. Pareil, je suis fière de toi. Moi aussi. Moi aussi. Maintenant, quand est-ce qu'on va commander du gâteau ?
Alors, et maintenant? Eh bien, je continue à prendre mes médicaments et à parler à ma thérapeute. Je peux maintenant faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. De plus, je suis de retour à l'école et mes professeurs et camarades de classe ont tous été très accueillants. Mieux encore, j'ai maintenant des amis géniaux qui m'aiment pour moi. Et vous savez quoi? Il s'avère que vivre dans la réalité n'est pas si mal après tout. Suzanne, dépêche-toi, on va être en retard pour voir la maison de Gucci. Attendez, où est Suzanne? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon amie debout sur place. Lola, c'est pas ta voiture? J'ai regardé dans la direction indiquée par Suzanne et j'ai vu ma voiture bien-aimée reposer à l'arrière d'une dépanneuse. Super! Notre seul moyen de transport était mis à la fourrière pour stationnement illégal. Autant pour une sortie au cinéma. Oh. Eh bien, c'est assez pour aujourd'hui. J'avais décidé d'arrêter de penser quand... Oups! Quelque chose est tombé sur mon t-shirt. Ah! Ces stupides oiseaux! Incroyable! C'était mon tout nouveau t-shirt. Et maintenant, il était couvert de fientes d'oiseaux. Ah oui. Bienvenue dans une journée normale de la vie de Lola la poisse. Oui, on m'appelle comme ça depuis que je suis toute petite. Tous mes proches, à l'exception de mes parents, se sont toujours tenus à l'écart. Puis quand j'avais 12 ans, lors d'une réunion de famille ennuyeuse, j'ai surpris une conversation intense entre mon oncle et mes parents. « Arrêtez de vivre dans le déni. Cette fille est un porte-malheur. Envoyez-la en internat. N'importe où, tant qu'elle est loin de cette famille. » « Tu es ridicule. C'est de ma fille dont tu parles. Le fait que tu aies perdu ton travail n'a rien à voir avec elle. C'est juste une enfant. » C'est vrai, ce n'est pas la faute de Lola. Tu dois arrêter de tout lui reprocher à cause de quelques mots stupides. Il s'est avéré que les quelques mots stupides en question ont été dits par une voyante le jour de ma naissance. Ma famille possédait une célèbre entreprise de fabrication de meubles dans la région. Mais malheureusement, le jour de ma naissance, il y a eu un incendie dans l'atelier et ils ont tout perdu. Ce même jour, une voyante est passée devant la maison et elle a lâché une phrase qui a fait paniquer toute la famille. « Ce nouveau-né est un porte-malheur qui va porter malheur à toute la famille. » C'est donc pour cela que mes proches m'évitent, ne m'invitent jamais aux fêtes et disent des ragots sur moi dans mon dos. Je ne veux pas croire à la prophétie, mais avec toute la malchance que j'ai eue jusqu'à présent, c'est difficile de ne pas y croire. Avez-vous déjà porté un parapluie pendant 6 jours d'affilée pour qu'il y ait du soleil, puis le jour où vous oubliez de l'apporter, il pleut à verse? Ou avez-vous déjà été sur le point de lécher une délicieuse crème glacée quand vous avez trébuché et éclaboussé toute la glace sur la pauvre personne en face de vous? Eh bien, non seulement j'ai été malchanceuse, mais ma malchance a aussi affecté les gens autour de moi. Pas étonnant que je sois une fille timide qui a du mal à se faire des amis. En plus de mes parents, je n'ai qu'une seule amie, Suzanne. Hé Lola, as-tu déjà pensé à briser ta malchance? Il y a une voyante très célèbre en ville. Briser la malchance? Eh bien, ça semble être une bonne idée. J'en ai assez d'être Lola la poisse. Le lendemain, suivant les instructions de Suzanne, je suis allée dans une petite maison en banlieue de la ville. En frappant à la porte, j'étais nerveuse et contente en même temps. J'espérais que ce serait enfin la fin de ma série de malchance. Une femme avec un voile m'a fait entrer. Je ne pouvais attendre plus longtemps, alors j'ai tout déballé. « Bonjour, j'ai entendu dire que vous pouviez m'aider à me débarrasser de ma malchance. S'il vous plaît, aidez-moi, quoi qu'il en coûte. » La voyante est restée immobile un moment. Puis un sourire s'est dessiné à travers son voile. « Vous êtes Lola, la fille de la famille Gonzalez, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Waouh, elle était vraiment forte celle-là. Je veux dire, je ne m'étais même pas encore présentée. « Bien sûr, je savais déjà que vous viendriez ici. Mais il vous sera difficile de vous débarrasser de votre malchance. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut défaire votre malchance. Elle supportera toute la malchance pour vous, et vous apportera même de la chance en même temps. »« C'est vrai? Mais qui cela peut-il être dans ce vaste monde ?» j'ai murmuré. La voyante a souri et m'a dit que si je voulais d'autres indices, cela me coûterait quelques dollars en plus. Bon, j'ai déjà fait tout ce chemin, alors ça vaut la peine de dépenser le reste de mon argent de poche pour savoir qui est mon mystérieux sauveur, n'est-ce pas? Puis elle a sorti ce sac à cordon et l'a secoué. Elle m'a dit de tirer un objet. Ah, c'était un petit carreau avec une seule lettre dessus. Ah. Eh bien, intéressant. Une personne dont le nom commence par A. N'ayez crainte, Lola.
L'univers vous guidera pour trouver cette personne très bientôt. Je suis rentrée chez moi et j'ai pensé aux personnes que je connaissais avec des noms qui commencent par A. Voyons voir. La personne la plus probable était Ariel, une de mes camarades de classe qui avait beaucoup de chance en tout. C'est vrai, ça doit être elle. Elle est née riche et chanceuse. Elle n'étudiait même pas mais avait toujours de bonnes notes. En fait, elle venait de gagner la tombola de l'école. Son prix était 1 an de beignets gratuits et un tour au bowling. Évidemment, elle était tout le contraire de moi. Avec sa chance inhérente, un peu de ma poisse ne la rendrait pas trop malheureuse, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne suis pas fan d'Ariel. Elle est aigrie, méprisante et frimeuse. Quand même, chère Lola, il faut tout tenter pour mettre fin à ta malchance. Alors, j'étais déterminée qu'à partir de demain, je ferai d'elle ma meilleure amie. Ensemble, nous aurions l'équilibre parfait entre malchance et bonne fortune. Mais plus facile à dire qu'à faire. Être amie avec Ariel signifiait que je devais continuellement la complimenter sur tout. Ses nouvelles chaussures, ses bonnes notes, son choix de couleur de rouge à lèvres. Elle m'obligeait aussi à faire la queue pour aller chercher son déjeuner. Quelqu'un comme moi avait du mal à porter son propre déjeuner sans trébucher. Alors 2. Mais le plus étrange, c'est que je ne suis même pas tombée. En fait, depuis que j'avais commencé à traîner avec Ariel, il semblait que rien de mal ne me soit arrivé. Avec ma nouvelle chance, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres camarades de classe. Et vous n'allez pas le croire. Une fille aussi chanceuse que moi a même gagné 2 tickets pour l'ouverture d'un nouveau parc aquatique. J'ai donc décidé d'en partager un avec Ariel. Pour être honnête, c'est sa chance qui m'a permise d'avoir ces tickets, n'est-ce pas? Mais, attendez. Est-ce que c'était Ariel qui titubait en sortant des vestiaires avec ses talons aiguilles? Quelle idiote! Et juste après ça, comme vous auriez pu le deviner, elle a glissé. Mais à ma grande horreur, elle s'est aussi frénétiquement agrippée à mon bras pour m'entraîner dans sa chute. Mais, attendez, pourquoi je n'ai pas eu mal? Oh, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que ce beau mec vient de me sauver? Quant à la princesse Ariel, elle s'est cassé un petit ongle et elle est partie en faisant la tête. Ce n'est pas grave, car j'avais un nouveau compagnon, mon héros super mignon, Anthony. Depuis lors, Anthony et moi nous parlons tous les jours. Et c'est ainsi que nous sommes officiellement devenus un couple. Honnêtement, qui aurait pu imaginer que Lola la guigne aurait un jour un merveilleux petit ami comme Anthony? Peut-être que ma chance avait finalement tourné. Hourra! Donc la prophétie s'était réalisée. Ariel était celle qui m'a porté chance. Mais en fait, en y réfléchissant bien, Ariel ne semblait pas avoir de malchance du tout entre-temps. Enfin, à part l'incident de l'ongle, mais là, elle a eu de la chance de ne pas se fouler la cheville ou autre. Peut-être que nous étions tous dans le train de la chance pour une fois, mais il reste une chose que je n'arrive pas à comprendre. Chérie, pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? Désolée bébé, en venant ici, ma roue a crevé. 2 fois. Oui, vous voyez, mon petit ami a eu beaucoup de malchance ces derniers temps. Mais attendez, Anthony est aussi un nom qui commence par la lettre A. Se pourrait-il que ce soit Anthony qui ait souffert de ma malchance? Et pas Ariel? Oh non, ça ne peut pas arriver. Puis, au cours des semaines suivantes, mes soupçons ont été confirmés. Anthony a perdu son téléphone. Il a égaré son devoir, a récupéré le mauvais chien chez le vétérinaire, et il a même fait tomber le vase de chez sa mère tout neuf et super cher. Smash! Je pouvais continuer à porter la poisse, mais je ne voulais pas que mes proches aient à endurer cette charge à ma place. Au lieu de ça, je devais trouver un moyen d'aider Anthony à s'en sortir pour de bon. Peut-être il pourrait trouver quelqu'un de super chanceuse qui inverserait sa malchance. Avec ce plan en tête, j'ai organisé un pique-nique pour nous deux, puis j'ai invité la personne la plus chanceuse que je connaisse, Ariel. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de fourmis dans nos sandwichs, mais ensuite, j'ai remarqué qu'Ariel gloussait et jouait avec ses cheveux en regardant Anthony. Oh non! Ariel avait le béguin pour mon petit ami. Le problème, c'est que plus je les voyais ensemble, heureux et sans malchance, plus j'en concluais que Anthony était mieux sans moi. J'ai donc commencé à ignorer ses appels et ses messages, et j'ai délibérément évité les endroits où il pouvait se trouver. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il se pointe devant mon école. Lola, pourquoi tu m'ignores? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait semblant de ne rien entendre et j'ai continué à marcher. Mais il m'a couru après et m'a attrapé par le poignet.
Alors je lui ai crié « Rien, tu es parfait. C'est pour ça que j'ai arrêté de te parler. Je porte la poisse, tu mérites mieux. » Il m'a jeté un regard confus. Alors je lui ai expliqué que la malchance avait tendance à me suivre, moi et les gens dont j'étais le plus proche. Et c'était pour ça que j'avais arrangé un rencard pour lui et Ariel. Tu es tellement folle. Es-tu sérieusement prête à laisser tomber ce que nous avons à cause d'une stupide prophétie? De plus, je ne suis pas un objet que tu peux donner à n'importe qui. Puis il est parti en trombe. C'était affreux. Maintenant, j'avais perdu mon incroyable et attentionné petit ami, et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Plus tard ce soir-là, maman est entrée dans le salon et m'a vue affalée sur le canapé en train de pleurer. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, et j'ai fondu en larmes à propos de ma malchance. Sur la voyante et sur le fait que j'avais perdu mon petit ami à cause de ça. Je pense qu'il est temps que j'aille voir cette voyante. Et c'est peut-être la même que le jour de ta naissance. Je ne l'ai pas vue à l'époque car j'étais à l'hôpital avec toi. Si c'est vraiment elle, j'ai envie de savoir pourquoi elle a décidé de mettre autant de stress sur notre famille avec ses paroles ridicules. Le lendemain, maman et moi sommes allés chez la voyante. Maman a arraché le voile de son visage et l'a regardée en état de choc. Il s'est avéré qu'elles allaient à l'école ensemble, et qu'à l'époque, cette femme était jalouse de la chance de ma mère. Une jalousie qu'elle n'a jamais surmontée. Alors elle a essayé de la saboter en racontant des prophéties ridicules, non seulement sur moi, mais aussi sur le reste de notre famille. En y réfléchissant, pendant toute mon enfance, mes proches m'ont traité comme un porte-malheur, et c'est ainsi que j'ai agi. Je me suis aliénée, j'ai manqué d'assurance, et je n'avais aucune confiance en moi. Peut-être que c'était mon énergie négative qui me rendait malchanceuse, et non une stupide prophétie. Alors que s'est-il passé ensuite? Eh bien, maman a fait en sorte que toute la ville sache que la voyante était une escroc. Elle nous a écrit des excuses publiques et nous a dédommagés. Quant à moi, j'ai décidé qu'il était temps de créer ma propre chance. Je suis donc allée chez Anthony et je lui ai tendu 2 billets pour le parc aquatique, en m'excusant pour toutes mes bêtises superstitieuses. Il a semblé apprécier ce geste et m'a pardonné. Nous sommes de nouveau ensemble. Youpi! À partir de maintenant, il n'y a que des ondes positives, des pensées heureuses et des opportunités à saisir dans la vie. La chose la plus importante que j'ai apprise est que si vous voyez la vie comme étant belle, elle sera toujours belle pour vous en retour. Papa, où étais-tu passé? J'étais tellement inquiète. Attends, ne me touche pas. Je suis restée figée sur place, ne comprenant pas pourquoi mon père, autrefois si gentil, était si froid avec moi. Je suis sortie de mon étourdissement et j'ai essayé de l'aider, mais il m'a repoussée. Mes larmes se sont mises à couler et je ne savais pas quoi faire. Puis une autre femme est apparue. Elle l'a rapidement aidé à se relever et m'a souri. « Ne t'inquiète pas, chérie, je vais m'occuper de lui. » Excusez-moi, qui était-elle? Ma mère venait à peine d'être enterrée et papa était déjà passé à autre chose. Je ne pouvais plus regarder ça, alors j'ai rapidement quitté la pièce. Comment les choses ont pu se dégrader aussi vite? Ma vie était si simple et si parfaite. J'avais une famille aimante, j'étais toujours la première à l'école, les gens me complimentaient toujours sur le fait que j'avais hérité de la beauté et de l'intelligence de ma maman et de mon papa. Mais puis un accident de la route est arrivé et a emporté maman. Depuis lors, mon père, poli, bien élevé et aimant, s'est transformé en un ivrogne cruel et morose qui semblait me mépriser. Le lendemain, je suis rentrée de l'école en m'inquiétant de l'état dans lequel serait mon père. Mais, pourquoi l'oncle Alfred était-il devant notre porte? Je l'ai invité à entrer et il y avait papa, affalé sur le canapé, entouré de canettes de bière vides. Dès qu'il nous a vus, il a bafouillé et nous a jeté les canettes à la figure. L'oncle Alfred m'a alors emmené dans un restaurant pour nous parler, et je me suis mise à pleurer en disant à quel point les choses allaient mal à la maison. Il m'a tapoté le bras et m'a dit « Ton père a beaucoup souffert. Je pense que c'est mieux de lui donner du temps pour s'en sortir. Je crois que tu devrais vivre avec nous pour un moment. » C'est ainsi que j'ai fini par vivre avec oncle Alfred, tante Madeleine et ma cousine Charité. Au début, tout semblait aller bien. Même si ça semble mauvais, c'était un soulagement d'être loin de papa et d'être capable pour une fois d'avoir les idées claires. J'étais si reconnaissante à l'oncle Alfred de m'avoir donné un second foyer. Mais ensuite, il est parti en voyage d'affaires. Et tout a changé. Je retournais dans ma chambre quand Charité est apparue de sa porte et m'a fait trébucher. Alors que je chancelais et atterrissais sur mes mains et mes genoux, elle a grogné. « Oui, c'est ça, prosterne-toi devant ta reine, espèce de paysanne hideuse. Tu devrais connaître ta place dans cette maison. » Oh, cette fille était vraiment chiante. Depuis que son père est parti, elle n'arrêtait pas de me tourmenter. C'est ironique que son nom soit Charité, elle n'a pas l'air gentille du tout. J'en avais assez de ces railleries cruelles. Ça devenait personnel, alors j'ai répondu avec colère.
Je sais que t'es jalouse de moi parce que tes notes sont nulles et que tu n'es pas aussi jolie. » Les yeux de Charité se sont mis à briller, puis elle m'a bousculée et a couru vers sa mère. Je l'ai suivie et j'ai expliqué ce qui était arrivé à tante Madeleine. Elle a froncé les sourcils à Charité, puis l'a grondée. Ouf! Heureusement, j'avais tante Madeleine de mon côté. De toute façon, justice est faite, pas vrai? Bah non, il n'a pas fallu longtemps pour que l'attitude de ma tante envers moi change aussi. Une fois, j'aidais ma tante à préparer un gratin quand on a sonné à la porte. Il s'agissait d'une vieille amie de ma tante. Dès qu'elle m'a vue, elle a dit joyeusement « Waouh, ça ne fait que quelques années, mais Charité a bien grandi !» Plus elle grandit, plus elle ressemble à Alfred, n'est-ce pas? Regarde ses yeux et son sourire. J'ai regardé tante Madeleine avec confusion et j'ai vu son humeur changer immédiatement. Ce soir-là, quand j'ai sorti le plat à gratin, tante Madeleine a pris une bouchée puis l'a craché dans une serviette. « Tu es maladroite, irréfléchie et aussi une horrible cuisinière? Sois un peu plus utile, veux-tu ?» Je l'ai regardée bouche bée, incapable de trouver les mots à dire. Puis Charité est intervenue. « S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Le plat est tellement dégueulasse, juste comme toi. » Puis elle m'a souri en jetant le plat entier à la poubelle. Bizarre. Tante Madeleine m'a dit de préparer ça car c'était le plat préféré de Charité. Oh! Il semblait que la vie dans cette maison ne deviendrait pas plus facile. La semaine suivante, leurs moqueries sournoises ont continué. Un jour, j'ai coiffé mes cheveux différemment et Charité a ricané en me disant « Qu'est-ce que c'est? On dirait que t'as un homard sur la tête. As-tu déjà pensé à te teindre les cheveux parce que le blond ne te va vraiment pas? » Une autre fois, j'étais invitée à une fête alors j'ai mis une jolie robe. Mais quand je suis descendue, elles me fixaient toutes les deux et ma tante a dit « Oh là là! Est-ce que ce morceau de chiffon te rend encore plus ronde que d'habitude ou c'est parce que tu as été si bien nourrie en vivant avec nous? » Une autre fois, j'étais assise à la table en train de me mettre du gloss sur les lèvres quand Charité me l'a arraché. Quand j'essayais de le récupérer, elle a ricané. « Pourquoi faire? Mettre ça sur tes lèvres dégoûtantes te donne juste l'air désespéré. Personne ne veut t'embrasser de toute façon. » Bon sang! Ma patience avec cette fille était vraiment à bout. Pire encore, tante Madeleine a entendu tout ça, mais elle a juste ri. Je ne comprenais pas pourquoi elles étaient comme ça. Je savais que je n'étais pas laide ou grosse, loin de là. Je sais que je suis jolie, car on me complimente toujours sur mes longs cheveux lumineux. Enfin, jusqu'à ce que je déménage ici. C'était tellement déroutant. Était-elle jalouse de moi? Il s'est avéré qu'être trop belle n'était pas facile. Tout s'est compliqué lorsque mon père, qui est aussi le directeur de l'école, est retourné au travail après son congé. Il m'a totalement ignorée. Et ça m'a fait me sentir mal. Puis en rentrant de l'école, j'ai trouvé tante Madeleine qui m'attendait, me demandant si je voulais manger quelque chose. Hein? Quoi? Oh, je vois! Oncle Alfred est rentré de son voyage d'affaires. Oh! Il était temps que j'expose le faux jeu de ce duo mère-fille une fois pour toutes. Donc ce soir-là, je suis volontaire pour cuisiner. Ouais, vous l'avez deviné, j'ai préparé un plat à gratin. Dès que je l'ai sorti, Charité a crié par accident. « Bark, je t'ai déjà dit que je déteste ce plat !» Tante Madeleine est devenue toute pâle et Charité a pris un air ahuri et choqué. Alors je me suis mise à genoux et j'ai supplié. « C'est de ma faute. S'il vous plaît, ne me punissez plus. Je ne veux plus dormir dans le sous-sol. » L'oncle Alfred avait l'air très confus. Alors j'ai continué. « J'ai oublié que Charité déteste ce plat. J'ai été punie plusieurs fois, mais je continue à faire des bêtises. C'est de ma faute. » Qu'est-ce que c'est? Je pars quelques semaines et je reviens à ce scandale. Il a ordonné à tante Madeleine d'entrer dans leur chambre pour discuter. Nous ne sommes même pas liés. Ne t'attends pas à ce que ma mère et moi soyons gentils avec toi. Elle a dit, puis est partie en trombe. Quoi? Qu'est-ce que Charité voulait dire? Bien sûr, nous étions liés. Tante Madeleine était la sœur de mon père, non? Voulant savoir ce qui se passait, je me suis cachée derrière la porte et j'ai écouté leur conversation. Dis-moi la vérité. Thérèse est ta fille avec Claire, n'est-ce pas? J'étais choquée. Claire? Ma mère? Avais-je mal entendu? Je sais, Marc me l'a dit. Le jour où Claire a eu son accident, ils ont fait des analyses de sang et il a découvert que le groupe sanguin de Thérèse était différent du sien. De toute évidence, ce n'est pas sa fille biologique. Et elle te ressemble. Dis-moi, est-ce que toi et Claire avez eu une liaison? Tu étais amoureux d'elle avant de m'épouser. Donc, papa m'a traitée comme ça parce qu'il a découvert que je ne suis pas sa propre fille. Et Alfred et ma mère étaient amoureux avant qu'elle ne se marie avec mon père. Explique-moi! Assez! Alfred a finalement pris la parole. Je n'ai rien à t'expliquer. Entendant des pas vers moi, j'ai couru vers ma chambre, fermé la porte, puis me suis glissée dans mon lit, faisant semblant de dormir. Soudain, j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était Alfred. « Thérèse,
partons d'ici. J'ai fait mon sac et je suis partie avec mon oncle Alfred. Nous avons emménagé dans un petit appartement près de chez lui. Même s'il s'est bien occupé de moi, il n'a plus parlé de ce jour-là, jamais. Je n'ai pas osé demander non plus. Nous avons juste laissé couler. Il devait être mon père, n'est-ce pas? Il n'était juste pas encore prêt à en parler. J'ai essayé d'éviter Charité autant que possible, mais ce n'était pas facile car nous étions dans la même école. Ce n'était pas comme si j'avais peur d'elle ou autre, c'était juste gênant. Et puis, un jour, en marchant dans le couloir, j'ai vu des affiches collées sur les casiers, les portes, les fenêtres et flottant sur le sol. Ils avaient tous une photo de mon visage. Et il était écrit dessus « Cette bâtarde est le produit de sa mère infidèle et d'un homme marié. » Tout le monde me regardait de travers et chuchotait à mon sujet. J'ai paniqué et je me suis précipitée hors de là. Mais je ne regardais pas où j'allais et je suis tombée directement sur un sportif. Et à côté de lui se tenait Charité. « Tu apprécies la célébrité ? Ces affiches ont été spécialement conçues pour toi. » Juste à ce moment-là, mon père est apparu en tenant une affiche. Il l'a agitée devant elle. « Qu'est-ce que c'est ? Qui te permet de salir l'école avec toutes ces bêtises ? Laisse Thérèse tranquille. » Je ne pouvais pas faire face à mon père, alors j'ai couru en classe. Cet après-midi-là, j'ai entendu annoncer que tout ce qui était écrit sur les affiches était des mensonges, et que Charité serait en retenue. Une fois que la dernière cloche a sonné, je voulais juste rentrer chez moi et me cacher du monde. Mais en sortant de l'école, j'ai vu mon père qui m'attendait à la porte. Je n'avais rien à lui dire, alors je l'ai ignoré et je suis partie. « S'il te plaît, Thérèse, écoute-moi au moins. » Je me suis arrêtée, puis j'ai marché jusqu'à lui. Il était temps que je découvre la vérité. Donc, il s'est avéré que, oui, je ne suis pas sa fille. Mais je n'étais pas non plus la fille de l'oncle Alfred. J'ai trouvé ça et ça m'a fait me sentir tellement coupable. Il a dit, et il m'a montré un dossier de certificat d'insémination artificielle. Il s'est avéré qu'après des années d'essais, mes parents sont allés faire des examens et mon père a été diagnostiqué comme infertile. Maman ne voulait pas qu'il soit contrarié. Alors elle a secrètement eu recours à l'insémination artificielle et m'a donné naissance. Ce n'était jamais la faute de ta mère. Et j'ai eu tort de te traiter comme ça. Je suis vraiment désolée. Une nouvelle coulée de larmes coulait sur mon visage à chaque mot qu'il avait dit. Thérèse, je suis tellement désolée que nous, les adultes, avons laissé l'égoïsme et l'amertume te blesser. Surprise, je me suis retournée pour trouver l'oncle Alfred, déjà là, derrière moi. Je suppose qu'il était venu me chercher, et je ne l'avais pas remarqué puisque je parlais à papa. Il a dû entendre toute l'histoire. Alfred et moi ferons tout pour nous faire pardonner. Même si tu veux retrouver ton père biologique, nous ferons de notre mieux. Je l'ai regardé, lui et oncle Alfred, en réfléchissant. Ça ne vaut pas la peine, puisque j'ai déjà 2 papas extraordinaires. Non! Maintenant prenez votre sale argent et quittez mon navire! Ce n'était vraiment pas notre jour. C'était déjà le 5e gars à nous rejeter. Personne ne semblait vouloir se rendre sur cette île. Oh, salut, je suis Juliette. Cela fait déjà 2 ans que mon père s'est étrangement volatilisé lors d'un voyage d'affaires. Il a juste disparu. Mais même quand les autorités ont confirmé qu'il était décédé, je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il était toujours vivant quelque part. Alors, j'ai continué à le chercher depuis. En fait, il y a quelques jours, j'ai trouvé une piste. Vous voyez, j'étudie à l'Institut archéologique, où j'ai trouvé par hasard une ancienne carte d'un trésor caché sur une île déserte. Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Eh bien, ça devient encore plus fou. Juste à l'endroit exact où le trésor était indiqué sur la carte, se trouvait le symbole d'une hirondelle, l'hirondelle typique de mon père. Et ses initiales, RC, étaient écrites là aussi. Cela pourrait-il être? Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est ainsi que j'ai atterri ici, dans un village de pêcheurs près de cette île avec ma meilleure amie Leila. Elle m'a accompagnée parce qu'elle était inquiète que je parte seule, ce qui est gentil de sa part. Vous voyez, il y avait une rumeur parmi les locaux que cette île était maudite. Apparemment, tous ceux qui ont osé s'y aventurer ont disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi on l'appelle l'île perdue. Mais il y avait un navire qui en était revenu intact, celui du capitaine Jacques Boucher. À son retour, il a raconté aux habitants qu'autour de l'île perdue se trouvaient des récifs au courant ultra rapide. Alors la plupart des navires ont fait naufrage. Les âmes de ceux qui y sont morts sont restées piégées des années durant et sont devenues de méchants esprits qui gardent l'île contre les étrangers. Mais heureusement pour Jacques Boucher, il y avait un joyau de la déesse Amphitrite pour le protéger de toutes les tempêtes en mer. Et ça a marché. Bref, Leila et moi avons décidé qu'il était l'homme de la situation, alors on est allé au pub local pour le trouver. « Donne-moi un autre rum and coke, allez !» dit-il entre 2 hoquets. L'homme était déjà ivre. Je lui ai alors demandé s'il pouvait nous emmener sur l'île, mais le barman est intervenu.
Oh, allons, seuls les fous osent s'approcher de l'île perdue. Mais n'est-il pas sans danger d'y aller avec Jacques Boucher? J'ai entendu dire qu'il est protégé par une déesse ou quelque chose. C'est vrai! Jacques Boucher a soudainement élevé la voix. Mais le joyau ne fonctionne que lorsque vous êtes en mer. Entrer sur cette île est une autre histoire. De plus, les esprits qui gardent cette île sont terrifiants. Je ne suis pas assez fou pour y retourner. Donc la réponse est non. Mais je n'étais pas prête à abandonner. Combien tu veux? 50 000 $ et je vous y emmène. Il a rigolé. Ces mots nous ont laissés abasourdis. Rentrons à la maison. C'est une perte de temps. C'est évident qu'il essaye de nous voler notre argent. 50 000 $? Où diable allons-nous trouver cette somme d'argent? Mais je suis si proche de mon père maintenant, je peux le sentir. Je ne peux pas abandonner à mi-chemin. Soudain, j'ai eu une idée. En fait, nous voulions aller sur l'île pour trouver un ancien trésor qui vaut bien plus que 50 000 $. Si vous nous emmenez, nous partagerons le trésor. Qu'en dites-vous? Ah, comment je peux savoir si tu ne bluffes pas? A-t-il dit. Alors je lui ai montré la carte. Ça lui a pris quelques minutes, mais finalement il m'a serré la main et le marché était conclu. Puis il a dit que nous devions partir le plus vite possible, sinon d'autres personnes essaieraient de nous devancer pour le trésor. Donc, tôt le lendemain, nous sommes montés à bord de son navire, le Sirène. Et je ne vais pas mentir, nous étions toutes les deux assez effrayées. Les autres marins étaient assez coriaces, et seul l'un d'entre eux s'est distingué en nous souriant joyeusement. Il s'est ensuite approché et a proposé de porter nos bagages. Il était si gentil comparé aux autres. Qu'est-ce qui est si drôle? Je m'appelle Simon au fait. Oh, rien, c'est juste que tu n'as pas vraiment l'air d'être à ta place ici. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Mon père est le capitaine. Il est son fils? Mais il ne ressemblait en rien à Jacques Boucher. Il pouvait clairement voir que j'étais surprise, car il a dit « Tout le monde réagit comme ça. C'est vrai, je ne lui ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Je me suis retournée, réalisant que Leila était juste là à nous attendre. Elle avait un sourire en coin et n'arrêtait pas de me taquiner pendant que Simon nous conduisait à notre chambre. « Depuis quand ton genre d'homme est devenu les marins ?» J'ai juste secoué la tête en riant. C'est vrai qu'il était plutôt mignon, mais ce n'était pas le but du voyage. Nous nous sommes installés, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. J'ai décidé de monter sur le pont pour contempler les étoiles. C'était étrangement calme là-bas. Mais soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'autre côté du bateau. Je suis rapidement allée voir et j'ai trouvé Simon appuyé sur la balustrade. Il a probablement du mal à s'endormir lui aussi. Nous avons donc fini par bavarder toute la nuit et je lui ai dit pourquoi je devais me rendre à l'île perdue. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis sûre que tu vas retrouver ton père. Je sais que tu peux le faire. » Il avait l'air si sincère et chaleureux que mon cœur a fait un bond. Le lendemain, à midi, nous avons atteint l'île et elle était aussi terrifiante que Jacques Boucher l'avait dit. Des rangées de rochers déchiquetés émergeaient de la mer, et les vagues s'écrasaient si fort que j'ai cru que nous allions faire naufrage en une seconde. Le bateau était secoué si violemment, je ne pensais vraiment pas qu'on s'en sortirait. Mais nous avons réussi. Après avoir failli heurter les rochers à plusieurs reprises, nous avons fini par nous en sortir, et je n'ai jamais été aussi heureuse de voir la terre ferme. Cependant, il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. La première nuit sur l'île, je dormais dans ma tente quand un bruit de pas venant de l'extérieur m'a réveillée. J'ai rapidement ouvert la fermeture pour voir qui était là, et c'est alors que j'ai vu une silhouette sombre se précipiter dans les buissons. J'ai eu tellement peur que j'ai crié et réveillé tout le monde. Après vérification, nous avons réalisé que tous nos sacs et la nourriture que nous avions laissés dehors avaient été volés. Peut-être que les fantômes de cette île maudite essayent de nous faire fuir. J'ai senti Leila frissonner à côté de moi, tandis que je faisais de mon mieux pour avoir l'air sereine. Mais Simon a soudainement pris la parole. Que feraient les fantômes avec de la nourriture? C'était manifestement des hommes. Des singes. Oui, c'était manifestement des singes, pas vrai, fiston? En fait, ils vont probablement revenir. Alors on ferait mieux de garder les yeux ouverts. Pour le reste de la nuit, nous nous sommes relayés pour garder les tentes. Puis, une fois le soleil levé, nous avons remballé notre camp et continué notre voyage à travers la jungle. Juliette, y a-t-il vraiment des fantômes sur cette île? Les fantômes n'existent pas, Leila, j'ai dit. Mais ensuite, je me suis trouvée à crier. Ma jambe droite a glissé et soudain, je suis tombée dans un trou. Heureusement, Simon était à proximité et a attrapé mon bras juste à temps. J'ai rapidement regardé en bas et j'ai vu qu'il y avait des dizaines de pieux en bois aiguisés au fond du trou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce n'était pas le seul piège. En traversant l'île, nous avons tous été pris dans un piège à un moment ou à un autre. Des filets ou des pièges en corde,
Cette île maudite avait plus d'un tour dans son sac. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé, mais c'était quand même totalement flippant. Cette nuit-là, je me suis dirigée vers la tente de Simon pour le remercier de m'avoir sauvée, et dès qu'il m'a vue, il m'a attirée dans un coin caché et m'a dit « Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le vrai fils de Jack Boucher. » « Simon !» Jack Boucher a soudainement crié de loin. « Viens ici tout de suite !»« Je te parlerai plus tard. Cache cette boussole et ne dis rien à personne. » Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, il est parti. Un autre choc m'a frappé quand j'ai vu le symbole de l'hirondelle et les initiales de mon père gravées sur le couvercle. Hein ? Comment a-t-il eu ça ? Simon connaissait-il mon père ? 1 milliard de questions ont envahi mon esprit, mais à ce moment-là, Simon était déjà parti garder le camping avec son père. Le lendemain matin, après n'avoir pratiquement pas dormi, j'ai décidé que je devais trouver Simon et obtenir des réponses. Alors que je le cherchais, un groupe d'étrangers a débarqué des arbres. Ils ressemblaient à une sorte de peuple de la jungle, avec des cheveux touffus et des barbes et portaient des vêtements en lambeaux. Ils ont entouré notre camp et ont commencé à nous menacer. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas bouger un muscle. « Juliette, Leila, courez !» Simon a crié, et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai attrapé mon sac et la main de Leila, et j'ai couru après lui et Jack Boucher. Nous avons fini par trouver une grotte, et nous nous y sommes abrités. Elle était cachée au fond des arbres, et nous avons prié pour qu'ils ne nous trouvent pas. Nous ne sommes sortis que lorsque nous étions sûrs qu'ils étaient partis. J'ai demandé si nous devions aller chercher le reste de l'équipage, mais Jack Boucher a ignoré ma question, et n'avait en tête que le trésor. Oh ! Il était prêt à laisser son équipage derrière lui. Quel homme froid ! Et pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de continuer les recherches. Je ne pouvais pas risquer de me faire attraper par ces barbares. Je devais retrouver mon père. Donc j'ai sorti la carte à contre-cœur et nous avons suivi les indications. Elle nous a conduits à un temple de pierre au milieu de l'île. Un par un, nous sommes entrés et avons pénétré profondément à l'intérieur. Soudain, Jack Boucher a crié. Une flèche l'a frôlé, marquant de peu sa joue. Terrifié, il est devenu pâle, en se serrant la poitrine. « Il vaut mieux que votre trésor mérite tout ça. Sinon... » Nous avons continué et avons vu une porte. « Il est là ! Le trésor est derrière cette porte !» Jack Boucher a couru en avant, se jetant contre la porte. Sa patience était définitivement à bout. Pendant qu'il s'efforçait d'ouvrir la porte, je regardais autour de moi pour trouver d'autres indices sur mon père. Soudain, je me suis retournée pour voir Jack Boucher tomber à genoux. Il avait réussi à ouvrir la porte, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce pleine de vases poussiéreux, ébréchés et couverts de toiles d'araignée. « Vous m'avez piégé ! J'ai risqué ma vie pour venir dans cette île maudite pour rien !» Jack Boucher s'est alors précipité sur moi pour me saisir. J'ai lutté pour m'éloigner de lui. Il me serrait tellement fort le cou que je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Simon en suppliant pour de l'aide, et il a essayé de calmer Jack Boucher. « Oh, tais-toi ! Et toi, apporte toutes tes affaires par ici, ou ton ami aura de gros problèmes. » Tremblante, Leila a obéi, le suppliant de m'épargner, mais il lui a lancé un regard menaçant tout en resserrant ses bras autour de mon cou. Il a fait signe à Simon de venir chercher ses affaires. « Non, laisse-la partir !»« Oh, petit Simon, as-tu oublié ta maman et ton papa ? Tu ne veux pas qu'ils soient blessés, n'est-ce pas ? J'en ai assez fait pour toi. » De quoi parlaient-ils tous les deux ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma tête tournait et manquait d'air. J'ai progressivement perdu conscience et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur le bateau, entourée de Leila, Simon et... Papa ? Est-ce que je rêve ? C'est vraiment toi ? Mes yeux étaient brouillés par les larmes. Je me suis précipitée vers mon père et l'ai serré dans mes bras. Puis j'ai découvert ce qui s'était passé. Dès que je me suis évanouie, la horde de barbares a fait une embuscade, a capturé Jack Boucher et nous a tous libérés. Il s'est avéré que ces gens étaient tous des marins, des archéologues et des explorateurs, qui étaient venus sur l'île pour chercher le trésor. En traversant le récif, ils ont été attaqués par un groupe de pirates qui les ont dépouillés de tous leurs biens et possessions, puis ils ont été impitoyablement jetés les mains vides sur l'île. Cet équipage de pirates n'était autre que l'équipage de Jack Boucher. Toutes ces légendes sur l'île, y compris le joyau de l'Amphitrite, ont été inventées par Jack Boucher lui-même, pensant qu'il pourrait dissimuler ses crimes en empêchant les gens de s'approcher de l'île. Waouh ! Cet homme était un vrai monstre. Je savais que quelque chose clochait chez lui. Mais heureusement, profitant de la venue des pirates sur l'île, le groupe de victimes a conspiré pour les capturer et se libérer de l'île déserte. Quant à Simon,
Le pauvre Simon. Il avait traversé tellement de choses. Il était en fait l'une des victimes. Il y a 2 ans, lui et ses parents ont également été abandonnés sur l'île. Inquiets que leur fils ne survive pas, ses parents ont supplié Jack Boucher de le laisser faire partie de son équipage. Voyant que Simon était fort et en bonne santé, Jack Boucher a accepté, à une condition, que si jamais il le trahissait, ses parents seraient exécutés. Grâce à Simon, les victimes ont pu survivre jusqu'à ce jour. Chaque fois que le bateau s'approchait de l'île, il mettait de la nourriture et des produits de première nécessité dans un tonneau et le laissait flotter jusqu'au rivage. Plutôt malin. Oh, et ce n'est pas tout. Quand Simon était sur l'île, il avait rencontré mon père. Et ils ont même eu une conversation avant que Simon ne monte à bord pour rejoindre l'équipage. « S'il te plaît, promets-moi que si tu réussis à t'échapper, essaye de trouver ma fille et donne-lui ceci comme un signe que je suis toujours vivant. Je te le promets. » Je n'arrivais pas à y croire. C'était grâce à Simon que j'avais trouvé mon père. Il a souri à moi et à mon père et a dit « Vous voyez, je tiens toujours mes promesses. » Bref, quand le bateau a accosté, les pirates ont été immédiatement arrêtés. Quant aux victimes, elles ont enfin été réunies avec leurs familles. Une année s'est écoulée et honnêtement, tout cela est encore tellement surréaliste pour moi. Mon père et moi avons passé une grande partie de l'année dernière à mettre en place une organisation pour aider les personnes qui avaient été bloquées sur l'île à se réinsérer dans la société. Leila est en train d'écrire un livre sur notre aventure. Et quant à moi et Simon, eh bien, nous sommes officiellement ensemble. Je suppose que l'île n'était pas si mauvaise après tout, n'est-ce pas ? J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Mon Dieu, j'étais si nerveuse. Vous voyez, c'était mon premier jour en tant que stagiaire dans cette super grande entreprise. D'un côté, l'anxiété ne cessait de me gagner, mais d'un autre, j'avais hâte de commencer à travailler dans ce bureau chic et professionnel. Avoir mon propre bureau, mon propre ordinateur, faire toute la paperasse. Ah, tellement excitant. Mais bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Tout ce que j'ai fait le premier jour, c'est faire beaucoup de café, préparer le déjeuner de tout le monde et faire des impressions sans fin. J'ai oublié de vous présenter mon équipe. Celle-là, c'est Queen, notre chef d'équipe. Et la fille là-bas, c'est Sadie. Le gars assis dans le coin, c'est Bob. Et je suis l'adorable Laura. Puis, alors que j'apportais encore un café et un gâteau à chacun d'entre eux pour mieux les connaître, le manager Christian est venu dans notre département et a commencé à crier après Queen. « Pourquoi n'ai-je toujours pas reçu le rapport sur le projet en cours ?»« Désolé, patron, nous sommes un peu à court de ressources. »« À court de ressources, hein ? Alors pourquoi à chaque fois que je passe par là, je vois la stagiaire faire des choses sans intérêt ? Je ne l'ai pas engagée pour vous servir. Est-ce clair ?» Puis Christian m'a regardée et a dit « Toi, la stagiaire, dans mon bureau. » J'ai suivi Christian dans son bureau en me sentant très anxieuse. Ai-je fait quelque chose de mal ? Puis soudainement, Christian m'a enlacée par derrière. J'étais tellement effrayée que je l'ai immédiatement repoussé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas faire ça ici !» Désolée. Juste le fait de te voir ici me rend si heureux. Mais c'est quoi ce visage tendu ? Oh, je t'ai jamais vu crier après quelqu'un, donc c'était un peu effrayant. Ça ? Oh, ce n'est rien. Vous vous demandez pourquoi mon manager me faisait un câlin ? Eh bien, en fait, Christian est mon petit ami. Vous voyez, j'étais dans mon dernier semestre à l'université. Je lui ai dit que je voulais faire un stage parce que ce serait bien pour moi. Alors il a insisté que je le fasse dans son entreprise. Au début, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Je veux dire, les couples qui travaillent ensemble ne restent pas ensemble, non ? Mais il a réussi à me convaincre du contraire. Alors me voilà. Malgré tout, je ne voulais pas que quiconque au bureau soit au courant de notre relation. Donc, je ne l'ai pas laissé me conduire au travail et déjeuner ensemble, et aussi une des choses interdites. Christian n'a fait aucun commentaire. Il a probablement compris pourquoi c'était nécessaire. Mais un jour, à la fin de la réunion avec notre département, Christian était en train de sortir de la salle de réunion quand il s'est soudainement arrêté, s'est retourné et a dit devant tout le monde « Oh, au fait, je veux juste que vous sachiez que Laura est ma petite amie. Ok ? Bye. » Oh mon Dieu ! Pourquoi diable a-t-il fait ça ? Tout le monde s'est immédiatement retourné et m'a regardé avec des expressions choquées. Et moi, eh bien, j'avais juste envie de glisser sur la chaise et de me cacher sous la table. Je suis entrée en trombe dans le bureau de Christian et j'ai demandé une explication. Hier, j'ai déjeuné avec un manager d'un autre département. Il m'a dit qu'il t'aime bien et qu'il voulait t'inviter à sortir. Donc, j'ai pensé que c'était mieux d'informer tout le monde que t'es ma copine.
Ai-je raison ? Quoi ? Ah, non ! Les hommes et leurs égos débiles. Ah ! Bref, j'espérais que ça ne changerait rien. Mais comme je le craignais, ça l'a fait. Énormément. Dès qu'on a découvert que j'étais la copine de Christian, on a commencé à me traiter différemment. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, ils arrêtaient tout de suite de bavarder et me jetaient des regards gênants. Ou après le travail, ils sortaient boire un verre mais faisaient exprès de ne pas m'inviter. C'est nul d'être mise à l'écart comme ça. Puis un jour, c'est devenu bien pire. Je suis arrivée au bureau très tôt, car je devais envoyer un mail avant 9h. Mais mon PC ne s'allumait pas, alors je me suis mise sous la table et j'essayais de voir si un câble était débranché. Juste à ce moment-là, Bob et Sadie sont entrés dans le bureau en bavardant. Il est clair que Laura n'a obtenu ce stage que parce qu'elle est la copine de Christian. Et t'as vu ces vêtements ? Que des marques chères. Eh bien, avoir un copain qui est le directeur d'une grande entreprise doit être extra. Quoi ? Je n'accepte jamais de cadeaux chers de Christian. Ils sont tous de moi. Puis pendant le travail, j'ai accidentellement jeté un coup d'œil sur l'écran de Quinn. Et j'ai vu qu'il parlait de moi dans une discussion de groupe. Le fait que je n'ai pas à faire le sale boulot juste parce que mon petit ami est le manager. Entendre et lire tous ces commentaires méchants m'a poussé à me sentir vraiment frustrée. Je n'étais donc pas d'humeur à travailler toute la matinée. L'après-midi, nous avons eu une réunion sur le projet sur lequel nous travaillions tous. Et Christian m'a demandé de lui remettre le rapport. Oh mince, j'avais complètement oublié de le faire. Désolée, j'ai pas encore écrit le rapport. Puis-je te demander pourquoi ? Et qu'est-ce que t'as fait toute la matinée ? Pour le bien de notre équipe, concentre-toi. Nous ne pouvons pas gâcher ce projet. J'ai juste beaucoup de problèmes, d'accord ? Les stagiaires sont des humains aussi. Bon sang, je vais vous envoyer le rapport d'ici la fin de la journée. Tout le monde m'a jeté des regards ahuris. Surtout Christian. Mais attendez, je vois certains d'entre eux sourire. Ces sourires étaient-ils pour moi ? Après la réunion, tout le monde s'est rassemblé autour de moi, m'a tapé sur l'épaule et m'a félicité d'avoir tenu tête à Christian. Pour être honnête, ça faisait du bien d'être remarquée et pas ridiculisée. Donc, peut-être qu'il y avait encore une chance que je puisse les convaincre, non ? Le lendemain, à midi, Christian est passé au département pour déjeuner avec moi, mais je lui ai dit devant tout le monde que je voulais déjeuner avec l'équipe. Il avait l'air confus, mais a quand même dû accepter. Le déjeuner avec toute l'équipe était génial. Sauf pour une chose. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur Christian, comme « Comment est-il en dehors du bureau ? Pourquoi est-il toujours si strict et grincheux ?» J'ai remarqué qu'ils aimaient parler de Christian. Alors je leur ai dit « Oh, Christian est un super petit ami. Il est très attentif et c'est un excellent cuisinier. » Mais il n'était pas intéressé par ça. Oh non, il ne s'intéressait qu'à ses mauvaises habitudes. Bien. Donc, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Eh bien, je n'aime pas qu'il soit toujours parfaitement à l'heure. J'ai 1 minute de retard et il me fait la morale sur le fait que le temps est précieux et à ne pas gaspiller. Ça a tout de suite attiré l'attention de tout le monde. Ils ont vraiment aimé ça, hein ? Je me sentais un peu coupable, mais je pouvais pas nier que c'était agréable. Ce sentiment que tout le monde commençait à m'apprécier. Et ce serait seulement pour cette fois, n'est-ce pas ? Eh bien, comme j'avais tort, à chaque fois que notre équipe sortait, il faisait des commérages sur Christian et me fixait jusqu'à ce que je dise du mal de mon petit ami. Encore une fois. Mais pour moi, Christian est l'homme parfait. Il a juste quelques petits défauts, mais rien de sérieux. Donc, j'ai décidé d'inventer des trucs. Il parle en dormant et ne se brosse jamais les dents avant de dormir. Et il rôde beaucoup à la maison. Je détestais ça. Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? Plus je leur disais des choses horribles sur Christian, plus ils semblaient m'apprécier. Puis, un jour, Christian a invité quelques managers à son appartement pour boire de la bière. Soudain, un type a pointé du doigt la bière de Christian et lui a demandé s'il devait boire ça vu son problème de gaz. Oh non ! Puis ce type a dit à Christian, l'air confus, que tout le monde au bureau faisait des commérages sur lui. Heureusement, il a juste haussé les épaules et a dit qu'il ne voulait pas entendre de ragots inutiles. Ouf, je l'ai échappé belle. Mais ensuite, quelque chose de terrible est arrivé. Certaines de mes fausses rumeurs sont arrivées aux oreilles de Monsieur Smith, le directeur général. Je suis passée devant le bureau de Christian et j'ai entendu Monsieur Smith lui crier dessus, disant qu'il devait démissionner de son poste de manager, car selon la rumeur, il poussait les autres employés qui n'étaient pas d'accord avec lui à démissionner. Oh non ! J'ai fait exprès d'inventer ça pour que les autres aient peur de lui et arrêtent de parler de lui. Tout est de ma faute. Donc, dès que Monsieur Smith est sorti du bureau de Christian,
J'ai couru après lui et lui ai dit « S'il vous plaît, attendez, je peux vous expliquer !» Que voulez-vous dire? J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai commencé à lui expliquer que c'était moi qui avais répandu cette rumeur et que c'était 100% faux. Ne le forcez pas à démissionner. C'est entièrement de ma faute. Oh, chérie, pourquoi tu fais ça? Je suis désolée, papa. J'étais stupide et j'ai agi comme une enfant. D'accord. Mais tu dois savoir que je suis déçue, Laura. Je parlerai à Christian plus tard. J'espère que tu as appris ta leçon cette fois et que tu ne referas plus jamais ça. Compris? Oui, papa. Puis il est parti. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement quand soudain... Papa? T'appelles Monsieur Smith papa? Oh non! Je n'avais pas remarqué que Christian était derrière nous. Eh bien, la vérité a finalement été révélée. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Smith, le directeur général de l'entreprise, est mon père. Mais personne, pas même Christian, ne le savait. Puis Christian a continué. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Monsieur Smith est ton père? Et pourquoi as-tu répandu cette horrible rumeur sur moi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Il était tellement en colère qu'il était sur le point de partir. J'ai rapidement pris sa main et j'ai commencé à lui expliquer. Je ne t'ai pas dit que Monsieur Smith est mon père parce que j'avais peur que tu te sentes sous pression et que tu ne veuilles plus être avec moi. Christian n'a rien dit. Il est resté là, silencieux. Alors j'ai continué. À propos de la rumeur, je suis vraiment désolée. J'ai fait une erreur. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre. Dès que tout le monde a su que j'étais ta copine, ils ont commencé à faire des commérages sur moi et à m'éviter. Je me suis sentie si blessée et seule alors que tout ce que je voulais, c'était m'intégrer. Jusqu'à cette fois où tout le monde m'a reparlé alors que je m'étais involontairement plainte de toi. Et ils m'ont traitée comme une amie après ça. Mais ils sont toujours avides de ragots sur toi. Alors j'ai dû en inventer. Et j'ai fini par perdre le contrôle. Je suis vraiment désolée. Christian a laissé échapper un soupir puis m'a serré dans ses bras. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé au bureau. Je savais pas tes difficultés. La prochaine fois, tu devrais me le dire. Ne cache pas ce genre de choses, d'accord? J'ai hoché la tête avec un sourire et j'ai remercié silencieusement mon généreux petit ami. Pourtant, j'ai failli ruiner sa carrière juste pour faire plaisir à mes collègues bavards. Mais heureusement, les choses ont bien tourné pour nous à la fin. Les gens ont fini par découvrir que Monsieur Smith était mon père, car, eh bien, les yeux et les oreilles étaient partout dans cette entreprise, on ne peut rien cacher. Puis ils ont commencé à dire que Christian ne sortait avec moi qu'en raison de son poste de manager. Ah, ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Mais de toute façon, j'en avais plus rien à faire. Mon stage s'était rapidement terminé et j'ai décidé de ne pas revenir dans cette entreprise, évidemment. Je trouverai un environnement plus approprié. Mais en fait, le temps que j'ai passé là-bas m'a appris une leçon importante. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous et rester à l'écart de tous ces dramas de bureau. C'est tellement épuisant.